Quelle est l'importance pour toi de créer une société en Estonie? Mettre en place une société en Estonie, c'est moins cher. Ce qui est très bien, c'est que tu la reçois à l'ambassade même de l'Estonie en France. Est-ce que tu peux évoquer, je sais pas, 5 inconvénients pour quelqu'un qui souhaite créer en fait une société offshore en Estonie? L'e-résident ne se trouve que dans un seul pays africain, c'est l'Égypte. Pour quelqu'un qui est étudiant étranger, quand il crée sa société par exemple en Hmm. Estonie, ça lui donnera droit à quelle sorte de compte bancaire business? Quand tu es en Afrique, c'est compliqué. Mais quand tu es africain et que tu es étudiant en France et que tu as un titre de séjour mention étudiant, il est possible pour toi de pouvoir avoir un compte business. Ce qui est avantageux, c'est que l'Estonie est très formelle en termes de détails fiscaux. Ok. Donc, cela fait qu'elle a beaucoup de crédibilité auprès de plusieurs banques internationales. Il y a des gens en Afrique qui sont très bien, hein. Non, il y a des gens en Afrique qui sont très bien, mais la majorité est vraiment dans... Bonjour Jordi, comment tu vas ce matin? Bonjour Rick, je vais bien et toi? Ça fait un long moment, hein. Ouais, ça fait un gros D'ailleurs, on s'est bail. vu, ça date de... Non, non, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il y avait plusieurs occupations, mais là, on essaie un peu de se libérer de quelques charges et commencer à profiter un peu de temps. D'accord. Sinon, comment ça va dans la famille? Oui, la famille se passe bien. Le business est prospère, ça va? Bon, là, on est sur plusieurs projets et on espère dans le début de l'année 2025 que la croissance sera assez intéressante. Ouais. Donc, l'année 2025 promet de grandes choses. D'accord. Alors bon, aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec toi. Mhm. D'ailleurs, bah, comment tu as découvert l'offshore en Estonie? Alors, Si tu veux m'en parler brièvement. oui, bien sûr. Alors, l'offshore en Estonie, je l'ai découvert, c'était en 2018-2019, quand j'avais besoin de pouvoir être dans une... Je comprenais pas trop bien ce que je faisais et je voulais acquérir quelque chose de nouveau. Donc, je voyais les commerces par-ci, les commerces par-là. Et du coup, bon, et si on achetait une formation, j'ai pu avoir accès à la formation de comment créer une société en Estonie. Et comme j'étais étudiant étranger et j'étais un Congolais, bah, je ne pouvais pas malheureusement résister à cela parce que les Congolais bon, n'ont pas accès à ce genre de création de société ou les étudiants étrangers parce que le titre de séjour en France ne permet pas de créer une société en France en tant qu'étudiant. En gros, on est d'accord, quand tu es étudiant étranger en France, tu Mhm. peux pas faire autre chose qu'aller à l'école. En fait, tu peux pas faire de business en tout cas avec une entreprise. Tu peux pas créer une société en étant en France avec un statut étudiant ou salarié. C'est bien ça, hein? C'est réel, c'est réel, Ouais. c'est réel. Alors le Et toi, système tu avais français, envie de te lancer dans le justement, business. voilà. Ok. Le système français a mis en place euh, cette pratique du gouvernement qui Hum, fait que bon, ces lois ne permettent pas. Ah, auparavant, on m'a dit que les étudiants hum. pouvaient avoir des sociétés en France, mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. Donc, la proposition de la création de la société offshore pour les business en ligne, pour les étudiants étrangers en France, Ça a été blacklisté, quoi. voilà, justement. Donc aujourd'hui, les jeunes, euh, en étant étudiants, avec le statut étudiant, je pense que ça, c'est pas que en France, hein, ça doit être Alors, pareil dans les pays européens aussi, on va dire à peu près en Europe en général. c'est pareil. Mais après, il y a certains pays, par exemple au Luxembourg, bon, être étudiant étranger n'empêche pas forcément hein, d'avoir une Sérieux? société, oui. D'accord, ça je savais pas. On a par exemple en Russie, quand tu es étudiant étranger, tu peux forcément, tu peux aussi créer ta société là-bas. D'accord. Donc, alors, certains gros pays économiquement bien stables de l'Europe de l'Ouest ont mis en place cette loi. Bon, c'est sûrement pour freiner l'entrepreneuriat extérieur des migrés, parce que c'est une autre forme d'immigration aussi, hein. Donc d'émigrer dans leur pays et ce qui a fait que bon, plusieurs étudiants étrangers, parmi eux des brillants d'ailleurs, hein, n'ont pas pu créer des entreprises dans ces pays-là et Ok. ils ont recours à la société offshore qui leur permettent de pouvoir, c'est un palier à ce problème afin de pouvoir lancer des business en ligne, Ok. des consultations,
de mettre en place leurs compétences qui sont livrées de manière digitale. D'accord. C'est uniquement pour des personnes qui veulent mettre en place des prestations de manière digitale. C'est lancé dans le business en ligne, quoi. Justement, c'est ça. Cool. Alors bon, souvent sur les réseaux sociaux, Mm. YouTube, etc. et tout, bah, quand on parle de société offshore, bah, ce que tu vois dans un premier temps, c'est UK, Mm. USA. Quelle est l'importance pour toi de créer une société, je sais pas, en Estonie, par exemple, supposons je suis étudiant, je vis en France, Mm. c'est ma première année, Mm. je sais pas, je suis congolais, et Mm. je fais mes études d'informatique, par exemple, Mm. et à un moment donné, j'ai un déclic, j'ai envie de créer la société, d'accord? Et bon, je m'aperçois que bon, c'est impossible de créer la société en France. Mm. Donc, naturellement, je vais me rediriger, je vais commencer par rechercher les alternatives qu'il y a pour pouvoir essayer de créer cette entreprise et lancer mon business en ligne. C'est ça. Donc, toi, tu me parles en fait de l'Estonie. Mm. Quelle est l'importance, par exemple, pour un étudiant étranger ou Oui. quelqu'un qui est salarié, par exemple, qui a un titre de séjour salarié Mm. et qui souhaite quand même lancer son activité en Estonie, qu'est-ce que ça pourra lui rapporter? Quels sont, je sais pas, est-ce que tu peux Oui, en bien parler un sûr, peu? oui, bien sûr, évidemment. Alors, ce qui est bien, c'est que l'Estonie a beaucoup de flexibilité fiscale. L'Estonie, C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'Estonie, par exemple, contrairement au Wyoming ou aux États-Unis ou au UK en Grande-Bretagne, certaines sociétés là-bas ont, ont souvent des pratiques informelles parce que, par exemple, au Wyoming, il faut pratiquer une activité qui est hors du Wyoming pour être souvent exonéré d'impôts. Mais l'avantage avec l'Estonie, c'est que premièrement, elle se fait à l'ambassade. Donc, tu retires un titre de séjour qui est reconnu aussi par un titre plutôt de résident, de e-résident estonien, c'est-à-dire une carte de résident pour un entrepreneur, pour entreprendre en ligne. c'est quoi Là, ça? alors, c'est une carte que le gouvernement estonien va te délivrer afin, alors le délai est de 5 ans, afin de lancer toutes sortes d'activités que tu souhaites mettre en place en ligne. Donc, il y a cela. Et l'autre pratique, c'est que elle est reconnue par l'Union européenne. Euh, la deuxième pratique, c'est que l'Estonie a beaucoup d'informations formelles, a beaucoup de détails formels au niveau de l'Union européenne. Donc, ce qui fait que l'Union européenne ne les considère pas, c'est un offshore, mais l'Union européenne le considère comme parmi les bons élèves de l'offshore. Donc, ce qui fait que à partir du moment où on peut te trouver avec cette carte d'identité d'e-résident estonien, tu es éligible à pouvoir, par exemple, demander des subventions au niveau D'accord. de l'Union européenne. Il y a il y a le FEDER, le Fonds européen du développement économique et Ah bon? rural. Donc, tu es entrepreneur, on va dire européen. Maintenant, le Wyoming, bon, et le UK, bon, ils sont déjà pas dans l'Union européenne. Et pour quelqu'un qui est en France, c'est très mal vu d'avoir une société qui est par exemple dans un autre État que des États de l'Union européenne. Et Pourquoi c'est très mal vu? alors, c'est très mal vu parce que les Français sont trop attachés à l'euro. Auparavant, c'était le franc. Aujourd'hui, ils sont attachés à l'euro. Ça fait que les Français ont cette identité d'appartenance. Ils sont souvent jaloux quand quelqu'un veut habite chez eux, mais il fait quelque chose à part. Par exemple, tu as l'habitude de voir hein, que les Français d'ailleurs, à partir du moment où, même s'ils sont chez eux, mais quand ils ont un peu de moyens, ils veulent partir, les Français sont jaloux de ça. Donc, Euh, ils ont en général ce sentiment d'appartenance, ils veulent que tu sois au moins à eux. C'est à peu près, c'est une forme de jalousie, mais c'est une forme aussi d'amour aussi, tu vois. euh, Et ça fait partie des avantages.
L'avantage crucial pour un étudiant aussi, c'est que c'est moins cher. Mettre en place une société en Estonie, c'est moins cher. Et ce qui est très bien, c'est que tu la reçois à l'ambassade même de l'Estonie en France. Donc, contrairement au UK où ça vient par la poste, ou le Wyoming, ça vient par la poste également, où tu as Non, uniquement une identité en ligne. Oui, bon. déjà au Royaume-Uni, aux États-Unis, Mm. il n'y a pas de carte e-résident déjà. Voilà, justement. Ce que tu pourras recevoir par courrier, C'est ça, généralement ça vient de UK, c'est justement. les documents de ta société. C'est ça, Les USA, ils s'en foutent. Ils vont juste envoyer tes documents par mail. En fait, tu as le choix, en fait, c'est ça. ou recevoir tes documents de société Mhm. par mail, Mm. et où tu peux les recevoir, en fait, en physique, à la Ok. boîte postale. Et Mm. généralement, les gens, ils n'ont pas le temps, donc ils vont cliquer sur numériquement, c'est-à-dire par mail. Du coup, bah, quand tu crées ta société au bout de quelques jours, tu as les documents de la société par mail. Tu peux Ok. t'en servir pour le reste de la procédure. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, Bon, quatre c'est le même e-résidents, avec. 4 e-résidents, je ne connaissais pas trop. Bon, Euh, c'est juste une forme de pratique que je veux dire commerciale pour convaincre de l'Union européenne de leur capacité de pouvoir être transparent. Et ils ont aussi cette flexibilité fiscale, c'est que l'Union européenne aime bien les pays qui ont cette flexibilité fiscale. C'est-à-dire, ils n'ont pas des optimisations fiscales qui sont dilapidées comme au Wyoming. Il faut faire du chiffre d'affaires à l'extérieur du pays pour être exonéré d'impôts. Ah, en Estonie, par exemple, quand tu fais du chiffre d'affaires, même si tu es hors de l'Estonie, tu vas quand même payer un impôt de 20%. ok, Donc, bon, c'est différent de l'impôt que tu payes en France. En France, ça varie. Donc, ça peut aller de 25% jusqu'à 29. Et après, il y a des variables. Quand tu dépasses 100 000 euros de chiffre d'affaires, il peut y avoir un 5% au-dessus. On peut rajouter un taux réduit. Donc, l'Estonie, la différence, c'est qu'elle a plus de crédibilité au niveau de l'Union européenne. ok. Beaucoup plus de crédibilité. Alors, est-ce que tu peux évoquer, je sais pas, 5 inconvénients Mhm. pour quelqu'un qui souhaite créer en fait une société offshore en Estonie? Alors, 5 inconvénients pour quelqu'un qui souhaite créer une société offshore en Estonie serait premièrement une personne qui n'a pas de papier. Donc, D'accord, ça pour lui, ce ne sera malheureusement pas possible. d'accord, Par exemple, une personne qui a un récépissé de réfugié, il pourra pas mettre en place une société d'offshore en Estonie. Pour une personne qui pense que l'Estonie, il y a très peu d'impôts, c'est un inconvénient également pour lui parce que l'Estonie, ça reste entre guillemets offshore, mais qui a beaucoup de crédibilité au niveau de l'Union européenne. Donc, ils ont intérêt quand même à pouvoir mettre en place des détails formels comme tout ce qui est mise en place de la fiscalité, prélever des montants de TVA en fin d'année, déclaration d'impôts. Quatrième inconvénient, je dirais, c'est pour des personnes qui sont en Afrique, malheureusement, ce n'est pas destiné à eux, euh, parce que l'e-résident ne se trouve que dans un seul pays africain, c'est l'Égypte. Il n'y a que l'Égypte qui constitue ce cabinet d'e-résidents dans leur ambassade de l'Estonie. Bon, d'autres pays en Afrique ont des ambassades de l'Estonie, mais l'Égypte uniquement constitue ce cabinet des cartes e-résidents pour des entrepreneurs qui veulent lancer des prestations digitales. Donc, ça fait que si tu es en Afrique et que tu veux ouvrir cette société offshore en Estonie, il faudra que tu puisses être euh, lié à peut-être un frère en France ou faire un partenariat avec une personne afin que lui, il crée un compte avec son identité à ta place. Et ensuite, toi, après, tu vas bénéficier de cette société. En général, si c'est un frère ou un ami très proche, ça passe vraiment. compliqué. Et justement, et cinquième inconvénient, c'est que
c'est c'est l'une des sociétés avec lesquelles je pense que il y a plusieurs prélèvements. Il y a plusieurs types de prélèvements, c'est-à-dire pour mettre en place la société de manière digitale, il y aura l'offre pour les sociétés de e-commerce, l'offre pour les sociétés de scientifiques, l'offre pour les sociétés qui sont dans le digital. Souvent des personnes vont prendre l'offre pour des personnes qui sont en association. Et ça, c'est à, je pense, 12 euros. Et après, ça expire. Mais ça te rattrape après en fin d'année. Parce que si tu prends l'offre de 12 euros, en fin d'année, ils vont te dire, oui, mais tu ne pratiques pas cette activité. On voit sur tes prélèvements bancaires que tu pratiques une autre type d'activité et ce n'est pas une transparence économique au niveau de ton entreprise. Donc, tu peux avoir des problèmes au niveau des déclarations d'impôts. Voici un peu au niveau des 5 inconvénients. Il y en a encore, hein, mais C'est bien de c'est savoir parce que moi, ça permet aux gens de... justement. Donc, quand une personne met en place la société offshore estonienne, si elle veut faire une prestation digitale, elle doit souscrire à la prestation digitale. Ok. Si elle C'est en quelque met sorte les catégories justement, voilà, socio-économiques, c'est ça? justement. C'est vrai que c'est un petit peu cher, je pense que c'est entre les 100 ou 200 euros par là. Et là, pour les activités financières et tout ça, c'est à peu près dans les 100 euros. Scientifique, c'est aussi dans la même niche, mais c'est e-commerce qui est plus cher à cause de son inflation sur. Parce qu'il peut arriver que tu puisses choisir trois activités, Hmm. c'est-à-dire financières, scientifiques et digitales et tout. Dans ces niches-là que je choisis trois activités. Mhm. Bon, scientifique, je dirais euh, tout Est-ce ce qu'il n'y a qui. pas une activité qui englobe tout ça? Alors, une activité qui englobe tout ça, c'est-à-dire. Je sais pas, peut-être une catégorie d'activité qui englobe Ok, le digital, tout ok. ça. Et... Bon, on va dire, ce sont des activités hautement qualifiées. Ce sont des activités très demandées. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand une société se crée, obligatoirement, elle va avoir recours à la comptabilité, l'analyse financière. Et quand elle grandit, il faut un directeur administratif et financier. Il faut un directeur financier, un trésorier, tu vois. Donc, pour sécuriser la monnaie, parce que la monnaie fait partie de la croissance économique de l'entreprise. Et donc, au niveau de la société, des sociétés scientifiques. Donc, tout cela rentre dans les activités hautement qualifiées. Donc, les sociétés scientifiques, c'est tout ce qui sera IT, tout ce qui sera informatique, et bien sûr, hein, l'e-commerce, ce sera Amazon, Shopify, WordPress, hosting, et tout ce qui est GoDaddy et tout ça, One and One. Donc, c'est un petit peu ça. Mais SEO également. Mais ce sont des activités hautement qualifiées car ils ont une grosse demande. Au jour d'aujourd'hui, même quand tu pars faire une demande d'emploi ou tu pars postuler pour un travail quelconque, si tu postules pour des travaux comme finance, IT, bon, c'est des salaires vraiment exonéreux. Mais bon, des métiers comme business en ligne, boutique en ligne, on ne recrute pas forcément pour ça. Tu peux accompagner des gens, mais ça a aussi une grosse valeur ajoutée aujourd'hui sur le marché. Ça a d'ailleurs la meilleure valeur ajoutée parce que les formations coûtent cher aujourd'hui. Donc ça fait que ils taxent un peu plus cher, Mhm. mais ça reste des activités hautement qualifiées. Parfait. Alors, est-ce que tu peux expliquer en fait pour les abonnés Mhm. qui nous suivent, Oui. pourquoi en fait l'Estonie a mis en place, je pas la création de société offshore parce que je pense qu'au préalable, Mhm. il y avait pas cette possibilité C'est ça. aux personnes comme toi par exemple qui étaient Mhm. étudiants et tout, et Exactement. de pouvoir créer une société en Estonie. Exactement. Donc, pourquoi, d'où est venue l'idée de mettre Justement. en place cette création de société offshore en Europe? Alors, il faut souligner que l'Estonie fait partie des, euh, pays européens qui ont un niveau très avancé au niveau de l'IT.
Ils ont D'accord. un niveau très avancé au niveau du numérique. D'ailleurs, ils ont un gouvernement numérique très accessible. Ils ont une flexibilité au niveau du gouvernement numérique. Tu peux déclarer tes statuts, tu peux enlever des statuts, tu peux donc de toi-même sans pour autant envoyer un mail. Bon, tu peux aussi envoyer des mails pour qu'on puisse te répondre. Et il y a toujours des personnels très actifs en tout cas En ligne, tu veux dire? en ligne pour au niveau juridique pour pouvoir t'accompagner, te répondre. Euh, Ils sont très et accessibles alors. justement, tu peux, à partir du moment où tu as ta carte e-résident, tu peux regarder ton chiffre d'affaires à partir, parce que la carte e-résident elle se lit, elle est lisible digitalement grâce à une clé USB et une carte. Donc, tu mets la carte sur la clé USB, il y a un input qui va faire que ça se colle et tu peux lire toutes tes transactions digitales que tu fais. Et tu peux lire ton historique digital. Donc, ils ont pratiquement la meilleure approche hein, au niveau de l'IT. Donc, ce qui fait que c'est alors ce qui a poussé leur volonté de pouvoir mettre en place cette méthode, ce système, ils voient tout, ils surveillent beaucoup de choses. Ils sont très forts au niveau des data, ils sont très forts au niveau de tout ce qui est détail de données, tout ce qui est canevas de données. Donc, ils savent analyser et ils ont vu qu'il y avait un gros manque pour les étudiants étrangers et pour des personnes, par exemple, qui souhaitaient se défiscaliser de moins de 5%, de 6%, de 7%, parce que ça reste quand même un gain. Donc, raison pour laquelle ils ont mis ça en place. Au départ, c'était à peu près de 10%. Bon, après, ça a augmenté. Aujourd'hui, c'est de 20%. C'est comme d'ailleurs Dubaï. Hein. Au départ, c'était de 0%. Aujourd'hui, c'est 5%. Ok. Donc, je pense même que c'est devenu à 9%, un truc comme ça. Le fur et à mesure, ça va monter. Voilà, justement. Donc, ils ont remarqué ce manque, hein, c'est l'offre et la demande. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ils ont remarqué ce manque et ils ont mis en place leur gouvernement numérique, qui d'ailleurs fonctionne très bien. Et dans pratiquement beaucoup de pays développés au niveau mondial, ils ont minimum un cabinet destiné aux e-résidents estoniens qui est dans l'ambassade de l'Estonie à chaque fois que tu souhaites avoir un problème ou tu veux renouveler quelque chose, tu peux aller au niveau de l'ambassade, tu auras des informations nécessaires pour. Et ils sont vraiment très transparents là-dessus, on peut leur tirer le coup de chapeau. Parfait. Bon, le côté sur lequel je veux revenir, en fait, Mhm, je souhaiterais que tu en parles mhm, des politiques fiscales mhm, pour quelqu'un qui est non résident estonien, mhm, euh, donc quelqu'un qui est par exemple étudiant, je sais pas, mhm, étranger en France ou bien en Allemagne, mhm. et qui est dans l'incapacité de créer sa société pour lancer ses Ouais. activités, et Mhm, du coup qui a créé en fait sa société en Estonie, mhm. quelles peuvent être en fait les politiques fiscales euh, auxquelles il aura affaire. Alors, quelqu'un qui est par exemple en Allemagne, qui a créé sa société en Estonie, bon, l'Allemagne et la France, au niveau fiscal, il n'y a vraiment pas de différence. Je pense même qu'ils sont un peu plus accentués que la France au niveau fiscal. Oui, Pour lui, il y a toujours un avantage. C'est que les impôts qu'il va payer en Estonie, en fait, en Estonie, si tu veux, les impôts que tu vas devoir déclarer, c'est 20% de tout ton chiffre d'affaires. ok. Donc, tout ton chiffre d'affaires que tu as réalisé, c'est 20%. Alors qu'en France, c'est pas pareil. Déjà, il faut que tu déclares la TVA. Tu vois, la TVA, ça coûte, c'est vraiment un bras. Parce que chaque mois, il faut que tu déclares. Et en fin d'année, tu payes de l'impôt. On va regarder le chiffre d'affaires que tu as fait. Et ça va au-delà de 25% quand tu dépasses les 50 000 euros. Déjà, pour quelqu'un qui déclare la TVA chaque mois, en fin d'année, il peut facilement être au-dessus de 50 000 euros ou 200 000 euros. Et c'est là que ça devient compliqué. Il faut avoir un très bon expert comptable pour pouvoir optimiser cela. Et même quand l'expert comptable le fait, bon, il faut aussi rémunérer l'expert comptable. Alors qu'en Estonie, bon, tu peux être ton propre comptable, tu peux employer un comptable en Inde, euh, ce qui va, ce qui va te permettre de faire des économies d'échelle au niveau
de ta comptabilité, au niveau de ta croissance économique également. Tu fais des marges sur coût variable. Et la société, elle progresse bien. D'accord. Pour quelqu'un qui, par exemple, est étudiant étranger, Mm, quand il crée sa société, par exemple, en mm, Estonie, mm. ça lui donnera droit à quelle sorte de compte bancaire business pour ses activités en ligne. En l'occurrence, je sais pas, le dropshipping, Mm, l'e-commerce, je sais pas, le trading et tout. mm, Quel est le genre, parce qu'on sait qu'en France, tu peux avoir Revolut, tu peux avoir Conto, tu vois, il y mm, a ce genre de banque et tout mm, qui parle aux gens. Mais est-ce qu'un étudiant étranger, par exemple, mm, en France, qui crée sa société en Estonie, mm. peut accéder à ce type de banque? Je pense pas. Alors, si, par contre, Business, tu parles. oui, bien sûr, les Ouais, comptes business. Alors, par contre, quand tu es en Afrique, c'est compliqué. d'accord. Mais quand tu es africain et que tu es étudiant en France et que tu as euh, un titre de séjour mention étudiant, il est possible pour toi de pouvoir avoir un compte business. Par exemple, tu peux avoir un compte business Wise, tu peux avoir un compte business Pioneer, si Quoi? tu as un compte business Pioneer, je crois. C'est quoi ça, je connais pas. Ouais, c'est une banque également en ligne. Tu peux Revolut, bien évidemment. Est-ce que tu peux épeler, en fait? Parce que, Alors, Pioneer, c'est Pion 2 E R, je crois. d'accord, je connaissais pas. Ok, Donc, quelqu'un qui crée sa société en Estonie, il peut accéder à cette banque. justement. Et D'accord. quelqu'un qui, alors, Wise, c'est un compte également très professionnel. Je pense que tu peux le connaître Oui, également. oui, je vois, ouais. Elle est très démocratisée aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'une personne qui a une société, par exemple, en Estonie, et la société Wise, bon, elle voit les transactions, mais c'est à toi de déclarer au niveau de ton gouvernement. C'est pas à Wise de déclarer parce qu'ils ont des milliers et des milliers de clients dans le monde. Wise, c'est pas une banque, on va dire, nationale ou continentale comme certaines banques, Société Générale, non. Wise, c'est une banque internationale. Donc, déjà, c'est une banque qui a très peu de sièges physiques et très digitalisée. Donc, ils vont pas être là encore à être derrière toi pour pouvoir savoir ouais, est-ce que tu déclares ci, est-ce que tu déclares ça. Mais c'est à toi de d'aller auprès des gouvernements qui t'aident à créer tes sociétés, de leur montrer tes transactions et de leur dire voilà, j'ai fait telle transaction, j'ai fait telle transaction. Mais sinon, c'est possible de pouvoir avoir accès à ces banques internationales avec des comptes business. Il y a que ça auquel ces étudiants, ils peuvent accéder Non, comme il y a banque. plusieurs banques, hein. Il y a également Mercury, hein. En Estonie? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Légalement. Bien sûr, évidemment. Sûr. Bien sûr, Ça, sûr. j'ai jamais entendu. Bien sûr, Mercury, ça, c'est aux ça. États-Unis, Bien ça. sûr. Tu peux avoir Mercury quand tu as une société en Estonie Ah ouais? qui, déjà, il faudrait que tu aies une activité qui est déjà duré à peu près 6 mois. Et si l'activité est convenable, tu as des transactions régulières, tu vas devoir montrer ton relevé bancaire. Et donc, on va regarder ton relevé bancaire. Est-ce que les transactions sont fréquentes? Est-ce qu'il y a des trous de transactions? Donc, si tout est transparent, ils vont te mettre en place. Il y a également, Est-ce que il y tu peux a, dire tout ce que tu sais en termes de banque, en termes d'alternatives et tout? alors il y a N26 aussi. Hein. Tu peux mettre aussi en Oui, place, M26, aussi, je tu peux mettre connais. aussi en place la banque N26. C'est la banque qui vraiment, qui ne va pas te casser les neurones hein, au niveau de tout ce qui sera justificatif et tout ça. Bon, c'est très 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 rapide d'ouvrir une banque N26. Hein. Il y Ah, il y a, a Bunk aussi, non? oui, il y a ça aussi. Et Il après? y a, il y a aussi Banco. Euh, il y a aussi PayPal Business. Tu peux également ouvrir PayPal Business. Aujourd'hui, en 2024, je sais pas si tu le sais, Non, mais là, bon, PayPal Business, c'est plutôt les passerelles de paiement. Non, là, bon, moi, je te parle typiquement des banques de Mais business. Tu peux, non, tu peux même avoir PayPal Business sans pour autant passer par une banque tierce. Hein. Tu peux avoir une carte de paiement PayPal. Moi, Ouais. par exemple, Oui, ça, je suis d'accord. par exemple, Kotia.fr, tu vas voir, quand tu veux payer quelque chose, ça va te rediriger vers PayPal et tu vas encaisser.
euh, j'encaisse facilement de l'argent sur PayPal. Donc, Mhm. c'est pas vraiment un souci, hein, PayPal Business. C'est uniquement être informé. Les gens ne sont pas informés. Il faut être informé et ne pas s'hasarder à faire des choses toutes seules dans la peur de pouvoir faire des erreurs qui peuvent peut-être hein, te faire interdire la création d'une banque ou te faire interdire voilà une activité quelconque. Mais sinon, c'est possible. Il y D'accord. a des milliers et des milliers de banques. En tout cas, ce qui est avantageux, c'est que l'Estonie est très formelle en termes de détails fiscaux. Ok. Donc, cela fait que euh, elle a beaucoup de crédibilité auprès de plusieurs banques internationales. D'accord. D'accord. Alors, bon, pour quelqu'un qui a son activité en ligne, dans le dropshipping par exemple, qui doit encaisser en fait des paiements Oui. de ses clients Mm. qui achètent sur sa boutique, Mm. il lui faut une passerelle de paiement. C'est ça. D'accord. Il lui faut Stripe. D'accord. Bon. Est-ce que c'est que Stripe qu'il y a là-bas? Bon, il y en a plusieurs, mais moi, jusque-là, j'utilise uniquement Stripe D'accord. quand j'accompagne une personne dans la création de sa boutique e-commerce ou de son site internet. Stripe, c'est le plus fiable. Il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est vrai. Il y en a énormément, c'est-à-dire. Il y a Ping Pong Express. C'est quoi ça? C'est un passerelle de paiement qui te permet de pouvoir mettre en, c'est-à-dire à partir du moment où le client te, veut te régler, alors il va faire le lien entre ta banque et le client. Oui, Et c'est sûr. C'est le il va rôle de prendre, passerelle voilà, de paiement. justement. Mais en fait, bon, cette passerelle de paiement dont tu parles, Hmm. est-ce qu'elle est accessible à un étudiant étranger, par exemple, Bien sûr. qui vit pas en Oui, bien Estonie? sûr. Oui, Ouais. bien sûr, Donc toi aussi, tu peux y accéder? bien sûr, évidemment, Ok. bien sûr. Est-ce que en fait en Estonie, par exemple, quand tu as Mhm. ta société là-bas, tu peux accéder par exemple à des passerelles de paiement comme Shopify Payment? Ça aussi, c'est une question que quelqu'un m'a demandé de poser. Mhm. Est-ce que toi, tu penses que c'est possible d'avoir en fait un Shopify Payment? Parce que les gens, ils ont besoin d'alternatives. Parce Mhm. qu'il peut arriver que parfois, tu sois bloqué par Stripe et tout, pour une raison ou Mhm. l'autre. Et tu vas pas quand même arrêter ton business pour ça. Mhm. Tu vois, il faut très rapidement avoir quand même Oui, quelque chose bien de sûr. secours pour pouvoir, tu vois, tenir en fait ton business Bien sur sûr. la ligne, Alors, il quoi. y a de cela à peu près 1 an ou 2 ans, quand tu activais Shopify Payment, PayPal avait du mal à s'activer. Ah bon? Oui, quand tu activais Shopify Payment, PayPal avait du mal à s'activer. Aujourd'hui, en 2024, je pense que ça a changé. Parce que bon, il y a tout le temps des mises à jour. Je pense que c'est des questions de négociation, de frais, Shopify Payment. Bon, c'est une bonne alternative, mais parmi les transactions, il faut vérifier sur Google, hein, parmi les transactions les plus réalisées, Shopify Payment ne croque pas vraiment dans le morceau, ne s'assoit pas vraiment à la table de ces gros du fintech. Donc, c'est un bon moyen de paiement, mais elle n'a pas de crédibilité parce qu'elle n'est pas trop utilisée par plusieurs sites Internet. Ok. Par exemple, même Ah bon? des sites comme des Louis Vuitton, ils préfèrent utiliser des Stripe. Tu sais que Stripe aujourd'hui a intégré Apple Pay. Donc, Apple Pay avec un Face ID ou bien avec une empreinte digitale, tu peux finaliser ton paiement de façon, même là maintenant, je pense que ça sera avec des empreintes uniquement avec les yeux, hein, que Hmm. tu pourras payer avec leur nouveau iPhone 16 Pro qui Qui va sont... sortir. Ok, ok, c'est autre Donc, chose. je pense que Shopify Payment, c'est bien, mais elle n'a pas montré de crédibilité qui, qui fait qu'elle devait être utilisée. Là, Donc, tu parles du cas de l'Estonie. je parle du cas de l'Estonie et Parce qu'il ne faut pas généraliser. non, je ne généralise pas, Hmm. mais de ce que je vois en général, de ce que je vois en général. Shopify Payment, c'est bien, mais même aujourd'hui, hein, tu demandes à ChatGPT parmi les transactions les plus réalisées, combien Shopify Payment, au niveau de Shopify Payment, combien de passerelles elle a fait au niveau des transactions réalisées. Les Ah ouais? chiffres qu'il va te donner sera vraiment très minime, hein.
Tu vas voir que... Moi, j'en sais pas, mais ce que je sais quand même, je sais que Shopify Payment, Hmm. c'est une passerelle de paiement qui peut te permettre de cibler le monde entier. De sorte à ce que, bon, à chaque fois que je sais pas, un citoyen ou un résident canadien, par exemple, vient sa boutique, quand il Hmm. vient sur ta boutique, il verra le dollar canadien. Hmm. Et il va acheter en dollars canadiens. Tu vois? Alors qu'il y a des sites, enfin, avec Stripe et tout, quand Hmm. tu crées ta boutique et tout, bah, c'est obligé d'être en fait, soit en euros Ouais. ou en dollars américains, si c'est un Ouais. Stripe américain. Mais tu sais qu'aux Tu vois? États-Unis, au Canada, tu sais qu'il y a plusieurs passerelles. Il y a des passerelles qui sont beaucoup plus utilisées que Oui, Shopify. oui, oui, oui. Mais Que Shopify. qui met des restrictions en fait. Ce qui fait Justement, qu'on peut pas y accéder. justement. Bon, Mm. après, tu sais, les États-Unis ils sont vraiment entre eux. Oui, c'est Quand vrai. il y a une passerelle de paiement qui passe très bien, ils vont pas vouloir que ça soit utilisé à l'extérieur par peur que ça, il puisse avoir des bugs ou des trucs ou des trucs du genre. En fait, ils se considèrent vraiment, on dirait, les chefs du monde. Donc, quand ils ont des choses comme ça, ils gardent ça. Mais Shopify Payment, je vois hein, l'avantage dont tu parles, mais ce que je dirais même, c'est que quand tu as une carte Wise et que tu fais des paiements, par exemple, sur Stripe, via un autre site, par exemple, tu peux payer l'abonnement de ChatGPT qui est en anglais avec un compte Wise, mais les frais qu'ils vont te prendre, ça sera peut-être de 0,02 dollars, tu vois. Ce sera pas des frais énormes. Et encore, hein, je n'ai jamais vraiment eu de frais quand je paie avec mon compte Wise. Alors, c'est vrai qu'il y a des banques, il y a des banques classiques comme des caisses d'épargne, Société Générale et tout ça. Bon, quand tu veux réaliser des paiements internationaux, je sais, bon, je vérifie pas trop comment ça se passe, mais je vérifie beaucoup plus des comptes internationaux. Et Wise, je sais que quand tu fais un virement, par exemple, tu fais par exemple une transaction tu veux prendre l'abonnement par exemple de ChatGPT ou de Supermetrics, qui est une plateforme finlandaise, je pense, où tu peux prendre GitHub, ce sont des plateformes de référencement web, mais c'est en dollars et ils te facturent uniquement la transaction. Ils te facturent, euh, comment je veux dire, l'échange de la devise. C'est-à-dire si la devise est Oui, bon, à, tu vois ce que je veux dire. justement, Ce dont moi je parlais, c'est typiquement, tu sais, souvent les jeux en Afrique et tout qui hum, se lancent, la plupart du temps, la hum, majorité, c'est plus du hum, dropshipping, c'est l'e-commerce et ça, c'est tout. ça, c'est Et ça. avoir Shopify, Payment quand même, Hum. bah, ça joue un rôle énorme, tu vois. C'est vrai, Euh, c'est... non seulement en termes de remboursement, hum, tu vois. hum. Bah, Shopify te rembourse tes sous un peu plus rapidement qu'un Stripe Europe ou bien UK. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Je Au bout de deux suis... jours, tu as ton argent, tu Bon, vois. bon, Parfois, c'est expéditif. il faut nuancer parce que, bon, déjà, en Afrique, la plupart des gens qui utilisent Shopify ne sont pas nombreux. On connaît les niveaux d'Internet en Afrique et tout le reste. Bon, mais Shopify Payment reste... Ça n'a rien à voir, mec. Non, Bah oui, aujourd'hui, il y a quand même une bonne accessibilité à Internet aujourd'hui, hein. En tout cas, non, moi, je connais le cas du Bénin, du Togo et tout. Je te jure, quand tu y vas, tu peux avoir accès non, mais à une bonne bon, connexion Internet. Après, ça dépend du budget que tu mets en bon, jeu. après, moi, je te parle hein, vraiment par rapport à l'Afrique centrale. Hein. Ah, oh, d'accord, Euh, ouais. l'accès à Internet, C'est compliqué, ok. c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une mine d'or. Hein. Donc, D'accord. après, toi, je sais pas dans quelle zone du Bénin tu vis, mais Bon, généralement, quand je vais en vacances, je suis à Saint-Étienne, quoi. parce que Ouais. tu sais, je pensais qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus visité. Hein. Hmm. Je pensais qu'en Côte d'Ivoire, il y avait par exemple tout ce qui était éclairage, lumière. Et il y a des zones en Côte d'Ivoire où il y a toujours pas d'électricité, tu Ok. vois. Donc déjà quand tu regardes le pourcentage de la population qui a accès à tout ce qui est réseaux sociaux et tout le reste, tu vois que l'Afrique ce n'est pas assez excellente la statistique. Ok. Bon, on peut être, je sais que bon, c'est pas c'est pas catholique hein,
de faire savoir certains trucs, mais franchement, je pense que le niveau de connexion en Afrique euh, Ça, reste. ça s'améliore quand même. Ça s'améliore, ça Ouais. s'améliore. Je ne dirais pas que ça ne s'améliore pas. Par exemple, je vais pas te cacher, je fais souvent des séances de prière avec certains Béninois et tout ça. Et figure-toi que souvent ils se connectent pas parce qu'il n'y a pas de connexion chez eux, tu vois. Donc ça, Donc c'est ces personnes-là. justement, bon, euh, Bon, après, je comprends ce que tu veux dire. Donc, parce que voilà, nous, par exemple, après, bon, c'est normal quand on y va et tout, on va pas acheter des justement, crédits, des c'est petits crédits. ça, Non, on va acheter quand même des gros gigas et tout justement. pour essayer La de. diaspora n'a rien à voir avec les gens qui vivent sur place. Il y a encore beaucoup de chômage, très Ah, beaucoup mais de pourtant, il y a des gens, chômage. il y a des gens en Afrique qui sont très bien, hein. Non, il y a des gens en Afrique qui sont très bien. Euh, Il faut pas généraliser, euh, mais la majorité est vraiment dans le chômage. Je te ouais. dis, il n'y a pas encore ce pays en Afrique qui a dépassé les 50% d'emploi, quoi, tu vois. Euh, Le taux de chômage en Afrique dépasse les 50% dans la plupart des pays. Si tu vas par exemple dans des pays comme l'Afrique du Sud, Nigeria ou même la Côte d'Ivoire, hein, euh, le taux de chômage est quand même assez élevé, tu ok. vois. Donc, je pense que c'est dans les 40%, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est vrai il y a du progrès. Je souligne ce que tu dis. Il y a du progrès. Mais, on revient au niveau de Shopify Payment. Ça reste une alternative. Mais, bon, euh, Tu conseilles Stripe. personnellement, je conseille Stripe. Ok. Bon, on Voilà. va centraliser les choses. Oui. C'était une parenthèse. Donc, va venir en fait ma dernière question. Mm, Ça va être de savoir pour quelqu'un qui est en Afrique, par exemple, mm, d'accord, quelqu'un qui est au Bénin, par exemple, qui est au mm, Congo, mm. qui souhaite en fait créer une société en Estonie, parce qu'en fait, il n'arrive pas, parce que tu sais, il y a des pays qui sont mis dans une liste noire Mm, pour la création de sociétés au Royaume-Uni, mm. parce qu'ils ont été blacklistés hein, par l'Union européenne, on va dire. Ah oui, c'est Euh, vrai. Est-ce que ces personnes-là Mm. pourront créer une société en Estonie, Ah, ou du c'est... moins, d'accord, Mm, les pays qui sont pas mis dans la liste noire, mm, d'accord, et qui ont cette facilité de pouvoir créer des sociétés au UK, mm. est-ce qu'elles pourront de même créer en fait des sociétés en Estonie? Bon, Le cas du Congo, toi, dont toi tu viens, est-ce que oui, c'est possible? Ça c'est non, non, c'est tu non, clairement impossible. d'accord. Parce Maintenant pour quelqu'un qui que est au Bénin par exemple, le seul cabinet d'e-résidence qui se trouve en Afrique, c'est en Égypte, au Caire. mais moi j'avais cru entendre qu'il y avait un autre cabinet en Afrique du Sud. Bon, il n'y a pas encore de cabinet en Afrique du Sud. Et il y en avait avant. Ouais, Elle a été retirée depuis 2021. d'accord. Donc, fin 2023, ils étaient en négociation. Je pense que peut-être début 2025, elle va réapparaître parce que c'est quand même étonnant, hein, un pays comme l'Afrique du Sud qui fait partie, qui est d'ailleurs le pays le plus développé en L'Afrique. Afrique, ne contient pas ce cabinet. Mais il y figurait avant. Après, il a été retiré. Mais je crois qu'il va réapparaître parce qu'ils sont en négociation, Ah ouais? d'après les sources que j'ai Ok, justement. Mais d'accord. par rapport à ta question, des personnes qui se trouvent en Afrique, malheureusement ils doivent se rendre au Caire. Ils doivent se rendre au Caire. Ils doivent commander la e-résidence au Caire. Et Donc, il n'y a pas possibilité, comme quelqu'un qui est en Afrique qui arrive à créer sa société en ligne totalement aux USA, au Wyoming, sans se déplacer. alors, par Il n'y a pas exemple, cette possibilité pour les Africains qui sont en Afrique et qui souhaiteraient avoir une société en Estonie. Il faut forcément se déplacer parce que l'ambassade, il est en Égypte, c'est ça? c'est ça. En fait, le bémol, c'est que l'inconvénient, c'est, par exemple, on pourrait peut-être le citer comme le sixième inconvénient, Mhm. c'est que la carte e-résidence, qui va te permettre d'ouvrir et de mettre en place ta société, elle se retire à l'ambassade directement. Ok. Elle ne vient pas par boîte postale ou par email, tu vois. D'où d'ailleurs, hein, on Donc, tu tire es obligé de prendre un billet d'avion pour y aller en Égypte, quoi. justement, donc tu es obligé de prendre un billet d'avion pour aller en Égypte, ou tu peux être avec, tu peux être en partenariat avec un de tes frères ou un de tes amis proches. Bon, je dis proche parce que on ne sait pas aujourd'hui le cœur des gens est devenu très bizarre, donc il faut faire très attention par rapport à la transparence des gens. Mais tu peux faire un partenariat avec une personne qui se trouve par exemple en Europe
qui va t'aider à créer cette société. Pour lui, ça sera très facile. Et toi, tu auras justement besoin d'utiliser ça et ça Oui, mais bon, sera il faut que ce soit quelqu'un de confiance, justement. que tu connais vraiment, sinon Voilà, c'est justement. compliqué de faire les choses comme ça. Bon, c'est pas très compliqué, hein. D'ailleurs, je connais plusieurs personnes qui ont saisi cette opportunité pour pouvoir réaliser cette prestation. Beaucoup de personnes ont vu que, parce que je connaissais deux élèves qui ont fait ce choix de pouvoir contacter des proches en Europe et ces proches-là ont créé des sociétés avec leur identité et eux ils se trouvent en Afrique, donc bon. Ils font des business en Afrique, ils lancent des boutiques en Europe, mais depuis l'Afrique, et avec des e-résidents de leurs proches qui ont été créés en Europe. Tu vois, donc bon, le problème que ces Africains rencontrent sur le continent africain, c'est le même problème que les personnes qui ont, par exemple, le titre de séjour salarié et qui souhaiteraient entreprendre en France. Il faudrait qu'ils changent leur titre de séjour ou bien qu'ils aient la nationalité française. D'accord. Tu vois, donc il y a toujours ce genre de problème dans plusieurs zones géographiques mondiales. Mais ce n'est pas une fin en soi parce qu'on a vu que pour les personnes qui souhaitent, qui ont un titre de séjour salarié, ils peuvent avoir recours à des sociétés offshore au Wyoming, à des sociétés offshore au UK ou en Estonie. Donc c'est pareil pour c'est nos frères africains qui souhaitent créer des sociétés en Estonie, mais qui ne sont pas malheureusement en Europe ou qui ne sont pas dans euh, des très peu de pays développés en Afrique. Ils peuvent avoir recours à ce partenariat. Je dis un partenariat, c'est pas vraiment un partenariat, c'est vraiment un truc win-win quoi. Donc c'est une personne de ta famille qui t'aide et tu lui donnes quelque chose, bon, je pense que ça va te coûter rien. Si tu veux vraiment changer ta vie, améliorer tes conditions de vie, parce que l'Afrique aujourd'hui, la plupart des pays en Afrique sont blacklistés. Mais bon, il y en a certains pays qui sortent du lot, mais donc parmi ces pays blacklistés, ces personnes se trouvant dans ces pays blacklistés, s'ils veulent améliorer leurs conditions de vie, ils veulent tester des business digitaux, des prestations en ligne, des boutiques en ligne. Ils peuvent avoir accès à toutes ces choses. Mais bon, il y a aussi hein, l'option de la société au Wyoming qui leur permet également de pouvoir gérer leur société depuis chez eux à la maison. Ça reste aussi une option. Mais pour eux, ça sera beaucoup plus flexible vers les États-Unis, parce que beaucoup d'Africains n'ont pas des moyens de pouvoir hein, payer quelqu'un en Europe ou s'ils savent déjà que aux États-Unis, bon, ça peut être peut-être moins cher et ils peuvent le faire de façon assez simple. Mais en Estonie, c'est faisable et ce sont les deux cas. Donc, mais en Estonie, bon, je pense que les prix sont à peu près équivalents. Les États-Unis sont légèrement au-dessus, mais c'est à peu près équivalent. Et en général, pour quelqu'un qui peut créer en Afrique, au niveau des structures de société, par exemple, comme je t'ai dit, les sociétés hautement qualifiées, les sociétés, il peut par exemple prendre une société d'association, tu vois, pendant un moment, et quand le business y pète, bon, il essaye de changer de structure, parce que il y a tellement d'informels au niveau de l'Afrique que il pourra peut-être faire du e-commerce au niveau de l'Afrique, mais ce sera pas tellement fiscalisé. Donc voilà, ça fait partie des options. Ce sont ces deux options. L'offshore en Estonie avantage beaucoup plus les personnes de la diaspora qui vivent en Europe, D'accord. les étudiants étrangers, les personnes qui ont des titres de salariés. Ok. Donc voilà. Bon, je m'en vais te poser une Hmm. dernière question. Maintenant, c'est D'accord. juste pour savoir, tu sais, pour Hmm. ces personnes, comme tu viens de l'évoquer, la diaspora et tout, qui sont étudiants Mhm. en Europe, Mhm. en France en l'occurrence, C'est ça. et qui souhaitent pratiquer, on va dire, une activité physique. Parce que là, Hmm. on a parlé du côté de business en ligne C'est ça. et tout, blabla. C'est ça. Et pour quelqu'un, par exemple, qui souhaiterait lancer un business physique Hmm. et tout, Hmm. est-ce qu'il y a moyen pour lui, qui est étudiant, de créer en fait une société en Estonie? Alors, pour quelqu'un qui souhaite, ce que je dirais business physique, alors pour mettre en place un business physique, oui, il faudra être résident fiscal en Estonie.
Donc, ça, c'est très compliqué. D'accord. Tu peux être peut-être consultant au niveau de l'ingénierie mécanique et mais avoir ta société en Estonie. Et si tu veux faire une société physique, avoir des magasins, acheter des murs et tout ça, avoir du personnel. Alors là, il faudrait être résident fiscal en Estonie. Tu vas peut-être acheter un entrepôt ou un local où tu fais louer des colis aux personnes qui veulent peut-être exporter leurs colis en Estonie pour bénéficier de l'exonération de TVA en rentrant au niveau de l'Union européenne. Tu peux louer un entrepôt ou tu peux acheter un entrepôt. Et beaucoup de choses en Estonie sont très moins chères. Je rappelle que c'est un pays de l'Europe de l'Est. Et donc, les pays de l'Europe de l'Est ne sont pas flambants comme des pays de l'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc, ils sont très moins chers. D'ailleurs, même les masses salariales ne sont pas énormes dans ces pays-là. Donc, pour une personne qui souhaite mettre en place un business physique, il faudrait d'abord être résident fiscal en Estonie. Et tu peux ensuite faire ton business physique, peut-être, on va dire, au UK, en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, et voilà. D'accord. Alors, on est à la fin de la vidéo. Oui. Donc, est-ce que toi, en fait, tu as trois conseils, ou bien, je sais pas, quatre Mhm. conseils à partager avec ceux qui nous regardent, par exemple, et tout, Bien sûr, et qui souhaiteraient, on va dire, créer leur société en Estonie, parce que la réponse que tu as apportée, ça les a parlé, bien sûr, et ils sont en train de réfléchir, peut-être à créer une société. Qu'est-ce que toi, tu pourrais Mhm. leur conseiller pour ces débutants qui ont, Bien on sait sûr. jamais, Bah voudront oui. créer une société offshore en Estonie? Alors, moi, ce que je conseillerais à ces personnes qui voudraient créer une société en Estonie, parmi les trois conseils, le premier conseil, ce serait d'abord de se projeter, d'avoir une vision. À partir du moment où tu as la vision et que tu te projettes et que tu as vraiment des projets assez clairs, tu peux mettre en place ta société. D'accord. Deuxièmement, il faut avoir des moyens, parce que rien ne se fait sans rien. Si tu es étudiant étranger et que tu n'as pas de travail, ou tu es étudiant étranger et que tu gagnes très peu, tu fais peut-être un job étudiant, c'est ça, ça ne t'est pas destiné forcément. Donc il faudrait avoir au moins un certain salaire par mois, parce que tu as des publicités en ligne, pour ceux qui veulent mettre en place des business de boutique en ligne, et des produits digitaux, des services digitaux, il faudrait quand même un minimum de frais financiers à débourser par mois. Mais pour ces personnes-là, je les conseillerais d'avoir un certain, un certain épargne. Et après avoir eu cette épargne, de pouvoir switcher ensuite vers le business en Estonie. Ensuite, troisièmement, ce sera un conseil de transparence parce que plusieurs personnes, quand ils se mettent en société en Estonie, avec leur carte Wise ou Revolut, au moment de faire de la déclaration d'impôt, euh, tu sais, ils suppriment, tu vois, on te demande en Estonie le fichier CSV que tu extrais de la banque et que tu vas envoyer à ce prestataire des e-résidents euh, qui ont souscrit à l'offshore en Estonie. Et lui, il va regarder tes virements et il va défiscaliser de 20%. Donc, malheureusement, des personnes suppriment plusieurs lignes de virement et souvent, quand ça paraît louche, les gens voient que ça fait pratiquement 2, 3 ans que tu es en Estonie et que tu pratiques plusieurs types de virements, plusieurs types de transactions, mais au moment de montrer tes relevés bancaires, on ne voit pas assez de lignes bancaires. Ce n'est pas assez intéressant parce que tu sais, un fichier CSV, c'est comme un fichier Excel. Tu peux supprimer facilement plusieurs lignes. C'est pas comme un relevé PDF d'une banque classique, quoi, tu vois. Donc, tu peux aussi leur donner un relevé PDF d'une banque classique, mais en général, ils demandent un fichier CSV.
Et pour ceux qui veulent savoir ce qu'est un fichier CSV, ils n'ont qu'à partir sur Google, ils vont taper fichier CSV. Oui, bon, le savent. Donc, et c'est ça, malheureusement, certaines personnes ne sont pas assez transparents et quand vous n'êtes pas assez transparent, au bout d'une année, 2 années, trois, ça va leur tiquer, Bah oui, il faut la transparence. justement, et ils vont aller poser des questions à Wise. Est-ce que cette personne-là, et Wise va leur donner l'exactitude de toute votre historique bancaire au niveau de leur institution. Après, ils vont te bloquer, quoi. Justement, voilà. Malheureusement, ce ne sont pas des choses à réaliser. Je déconseille totalement. Donc, il faut vraiment être visionnaire, avoir de l'ambition, parce que certaines personnes vont commencer à chercher à être formées, mais après, après ils se lâchent. Ils ont pas assez de niaque, de détermination pour aller au bout. Donc ça, c'est pas destiné pour ce genre de personnes. Après, tu as des personnes qui n'ont pas assez d'épargne, mais qui voient, qui ont des yeux plus gros que leur tête. Et ça, malheureusement, ça ne marche pas avec l'Estonie et la transparence. Il faut être surtout de transparence. En tout Donc, cas, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir je accepté t'en en prie, fait Eric. mon invitation ici à C'est moi Paris. qui te remercie. Et qu'est-ce que tu as à dire pour un mot de fin pour nos abonnés qui nous ont regardés tout au long de ce podcast? Parfait. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter pour les prochains mois? Alors, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est que vous puissiez réussir. Et je vais vous dire, il faut être ambitieux, il faut rêver. Et vous savez, on attire que ce à quoi l'on pense. Si on veut voir de la couleur rouge, on va aller dans les rues et ce sont les voitures rouges qui vont nous interpeller. Si on veut voir des personnes en chemise verte, ce sont des chemises vertes qui vont nous interpeller. Donc, si tu veux être un grand banquier, tu veux être un grand vendeur, un grand marketeur ou bien un grand closer ou un grand businessman, bah, imagine-le, pense-le, rêve-le, visionne-le et projette-toi. À partir de ce moment-là, rien ne peut t'arrêter. Et si tu es déterminé, absolument rien ne peut t'arrêter. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour Non, tes c'est moi qui inputs. te remercie, Eric. Et on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, À très bientôt les amis. à très N'hésitez pas à nous bientôt. liker la vidéo, Mettez la un pouce, partager voilà, et d'activer la cloche de de notification en notification, c'est plus. ça. Et on se dit à la prochaine fois.